les recruteurs sont face à une pénurie de leur propre métier. Enfin, c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre comme concept, mais les recruteurs qui fonctionnent sur des marchés potentiellement pénuriques savent bien ce que c'est. On en parlait beaucoup des développeurs pendant certaines années. On connaît toutes ces fonctions-là, il y en a plein d'autres, mais on connaît ces fonctions pénuriques, et donc on a su agir en tant que recruteur pour aller chercher les candidats là où ils étaient. Et ce qui est très étonnant, c'est que les recruteurs n'ont pas fait le même exercice sur leur pairs pour recruter des recruteurs, et on réalise aujourd'hui, il y a tout un tas de business de cabinets de recrutement spécialisés, ce qu'on appelle en rec-to-rec, de recrutement de recruteurs, parce que ça devient effectivement un métier pénurique. Donc, travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau général. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission RH qui va chercher l'information RH, donc là où elle se trouve, et c'est-à-dire auprès des experts. Donc on va présenter notre expert du jour, Jérémy. Mais pourquoi Patati et Patata? Parce qu'on entend des best practices un peu partout sur ce qu'est le RH, ce que devrait être le RH, et Patati et Patata. Donc pour remettre de l'ordre dans tout ça, on a le plaisir d'accueillir sur notre plateau Marion Cozard, qui n'est ni plus ni moins que la directrice générale de l'école du recrutement. Bienvenue Marion. Merci. Bonjour Marion, on est très heureux de J'adore, bonjour Marion, on se réveille. On est très heureux de te recevoir Marion. C'est un plaisir. On a des activités communes, on le sait, mais finalement, souvent on entend parler d'LEDR et on avait vraiment envie de découvrir beaucoup plus en détail en fait ce qu'est LEDR. Donc une question simple, qu'est-ce que vous faites ? Alors, bonjour, je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation. L'école du recrutement, comme son nom l'indique, on n'est pas allé chercher très loin, on est une école et on forme au recrutement. On a aujourd'hui deux populations qu'on forme, les recruteurs déjà en poste ou les recruteurs en devenir. Donc on a un parcours de formation en ligne qui est dédié aux recruteurs en poste. Pourquoi en ligne ? Tout simplement pour faciliter l'apprentissage en situation de travail. Donc l'école de recrutement en digital. Exactement, avec un parcours à distance. Donc c'est des modules ? Des modules, on a aujourd'hui un parcours qui dure 30 heures, qui est D'accord. certifiant, donc ça, on en est très fiers, parce que ça aide beaucoup, c'est pas facile, hein, ça aide beaucoup les recruteurs à valoriser aussi leur métier et leur expertise. Donc un parcours certifiant en ligne de 30 heures qui va couvrir l'ensemble du process de recrutement, depuis la prise du brief avec le manager opérationnel jusqu'à l'embauche, la négociation jusqu'au closing, jusqu'au closing avec l'embauche. Donc on va traiter de tous les sujets avec une alternance de théorie et de pratique et un cas pratique final qui permet l'évaluation et la certification à la fin. Donc ça c'est vraiment notre business phare, avec lequel évidemment on peut compléter sur ce qu'on appelle en formation du blended, c'est-à-dire qu'on peut à la fois faire de la formation à distance et ajouter aussi des sessions en présentiel, en intra ou en inter. Donc je suis recruteur en entreprise, je peux très bien en fait me former via l'école du recrutement digital, mais je suis recruteur en fait et j'ai envie de devenir recruteur par exemple, je peux venir aussi me former chez vous. À l'école, exactement. Là, du coup, la partie école pour les étudiants, c'est un cycle de formation initiale plutôt traditionnel, à la différence qu'on n'est pas encore diplômant. Mais sinon, c'est une école assez classique avec une promo, un professeur, des élèves qui, en général, sont issus de Bac+, 3, 4, 5, puisqu'on n'est pas diplômant, viennent se spécialiser à l'école du recrutement. Donc on a plutôt pour habitude d'intégrer des étudiants qui sont en fin de cycle de formation et qui ont vocation à rentrer sur le marché du travail juste après, idéalement signer le CDI dans l'entreprise où ils ont fait leur alternance, puisqu'on a une formation en alternance qui dure 1 an, où on délivre 420 heures de cours, uniquement dédiées au recrutement. Donc on n'a pas du tout de spectre RH, on est vraiment concentré sur le recrutement. Donc ça veut dire quoi, 420 heures. concentré sur le recrutement ? Ça veut dire que là... On parle pas de paye, on parle pas... Voilà, de paye, pas de formation. C'est pas RH au global, quoi. Pas du tout. D'accord. On est vraiment concentré sur le recrutement et on va y associer toutes les sciences connexes qui sont transférables à la matière du recrutement. Je pense notamment au marketing, à la négociation, au copywriting, tous ces sujets. Parce qu'un RH aujourd'hui, il doit savoir tout faire. C'est-à-dire qu'en fait, il touche à la fois à du closing
comparable à de la vente. Il touche à de la fidélisation parce qu'il doit tenir informer ses candidats, ses prospects. Il doit à la fois être organisé parce que pour avoir l'ensemble de ses tâches, il faut bien les suivre et c'est compliqué. Il doit à la fois être attractif, donc savoir faire du marketing RH. Enfin, c'était pas le cas d'un recruteur. Vous étiez recruteuse avant, je crois. Ouais, moi j'ai été recruteuse pendant 11 ans en cabinet de recrutement. Ah, quand même, hein. Ouais, quand même, j'ai tenu 11 ans. Mais en cabinet de recrutement. Donc finalement, j'étais prestataire, j'avais le closing jusqu'au closing pour l'entreprise, mais j'avais pas toute l'intégration derrière. Néanmoins, c'est aussi des profils de recruteurs qu'on accompagne. On forme aujourd'hui beaucoup de recruteurs en cabinet parce que toute la partie recrutement n'est pas aujourd'hui enseigné dans les cursus traditionnels qu'on connaît, qui sont soit école de commerce, soit sociaux, psycho ou école RH. On a un volume d'heures de recrutement qui est très très faible. Parmi tout ce qu'on y enseigne, quoi. Moi-même étant diplômée RH, toi, t'as été diplômée RH. moi j'ai suivi un cursus de 2 ans à l'IGS. C'était tout ce qui me permettait de pouvoir devenir recruteuse, parce que j'avais l'ambition de devenir recruteuse. Mais petite, en fait, tu voulais être recruteuse. Petite, très petite, depuis très petite. Non mais blague à part, très rapidement, j'ai vers 17-18 ans, donc en vrai c'était quand même assez jeune de savoir que je voulais être recruteuse. Et n'ayant pas d'école spécialisée, la seule voie du recrutement était englobée dans un parcours RH, et sur mes 2 ans de master, j'ai eu 20 heures de recrutement. D'accord, donc ça vient colmater ce manque-là, en fait. Exactement. Notre ambition, c'était vraiment de se dire, aujourd'hui, on ne peut pas rendre la fierté, puisque c'est un peu notre mission de se dire, on veut que les recruteurs soient fiers de leur métier et soient experts dans leur posture. On ne peut pas les rendre fiers de leur métier s'il n'y a pas de reconnaissance, ne serait-ce qu'académique, de leur métier. Et on s'est tout simplement dit que si personne ne l'avait fait, on allait le faire nous-mêmes. Donc voilà, on a monté l'école il y a 4 ans maintenant. On va tu ne crois pas qu'on ne peut pas être, surtout après le Covid, être expert de tout ? Parce que finalement, les casquettes d'un recruteur, nous, on a le sentiment qu'elles sont peut-être trop nombreuses aujourd'hui. Et donc le champ des expertises est finalement multiservice, et que c'est un peu compliqué pour un recruteur qui parfois peut se sentir un peu dépassé par l'ensemble de ses tâches. Alors là, nous on le constate beaucoup sur des populations qui ont un poste RH généraliste, dans lequel il va y avoir du recrutement en plus de la paye ou de l'administration du personnel, et avec beaucoup de sujets. Et donc là, effectivement, on est souvent face à des RH un peu désemparés, parce qu'ils voient bien que, de la même façon que la paye, le recrutement est une ligne de métier à part entière. Ensuite, les recruteurs qui sont 100% dédiés au recrutement, en effet... Donc en entretien. Du coup, on a cette tendance, alors, même si ça fait quand même quelques années, il y a beaucoup d'entreprises qui, même dans les fonctions recrutement, ont commencé à compartimenter les tâches avec des équipes plutôt dédiées au sourcing, donc à l'attractivité, qui vont aller chercher les profils, transformer des gens en candidats, et ensuite une équipe d'évaluateurs qu'on continue à appeler recruteurs, versus c'est ça, les le métier de base, qui sont... je sais pas, j'ai pas l'origine, mais en tout cas, on a aujourd'hui potentiellement dans des structures cette scission entre des profils vraiment orientés sourcing et vraiment orientés évaluation, parce que là, pareil, c'est pas forcément les mêmes compétences, et assez régulièrement, on voit des recruteurs, quand ils aiment l'évaluation, ils aiment moins le sourcing et vice-versa. C'est exactement ça. Et quand on veut devenir très bon et très expert sur un sujet, en général, compartimenter et se focaliser sur une matière est plus pertinent. Alors comment on les touche, ces candidats ? Quand tu crées une école, comment tu nos étudiants, c'est compliqué. Pardon, j'ai dit candidat, mais c'est des formations professionnelles, mais comment tu touches nos candidats étudiants. Candidats étudiants, merci. Nos candidats étudiants, c'est compliqué de les trouver, parce qu'on a du coup, notre positionnement historique, il est plutôt d'être très connu des entreprises et des professionnels qui sont déjà en poste, donc notre audience, elle est pas auprès des étudiants. Vous êtes ouvert depuis combien de temps à l'EDR ? L'école du recrutement existe depuis 10 ans, et l'école pour les étudiants, la fonction école-école, depuis 4 ans, depuis 2018. D'accord. Donc là, on lance notre 4e promo. Chaque année, on se fait accompagner par un cabinet qui est spécialisé sur cette population étudiants et alternants, qui nous aide à sourcer des candidats. Et nous, ensuite, on a ce process de recrutement de nos étudiants, puisqu'on les recrute aussi, on les sélectionne. Et là, ensuite, c'est internalisé, mais on a externalisé la partie sourcing d'étudiants parce qu'on les connaît pas assez, on n'a pas encore assez. Et le message, c'est quoi ? C'est tout ce que tu viens de nous dire, finalement, on vous apporte la spécificité recrutement que vous
vous ne pouviez pas aller chercher dans des masters, etc., Ouais, qui étaient trop généralistes. On a effectivement pas mal d'étudiants qui sont déçus de leur parcours RH, qui pensaient approfondir la partie recrutement en cursus RH et qui sont déçus, donc ils viennent faire une année de spécialisation chez nous, ou des gens qui savent très bien qu'ils veulent faire du recrutement et qui trouvent pas d'autres formations que la nôtre et qui se disent en psycho je vais avoir une partie, en RH aussi, en école de commerce je vais être trop généraliste, donc on a différents profils d'étudiants. Le message c'est très clair, hein. Aujourd'hui on assure sur nos promos 100% des étudiants qui sont sortis de nos 3 précédentes promos sont en poste aujourd'hui, et 80% sont en poste dans le recrutement. Les 20% qui sont pas dans le recrutement, c'est qu'ils ont réalisé durant cette année que finalement c'était pas une voie qui les intéressait, donc c'est par choix plutôt que par dépit. Aujourd'hui on a quand même, j'imagine que vous l'aviez vu passer cette étude LinkedIn, elle date un peu maintenant de 2019, où ils avaient repéré les 15 postes les plus demandés sur LinkedIn sur l'année 2019. Sur les 15 fonctions, il y avait 2 fois le recrutement, il y avait le recruteur IT et le responsable recrutement. Donc on commence à recruter des recruteurs, c'est compliqué, et donc on veut aussi assurer au marché chaque année une promo d'étudiants déjà formés pour tout simplement prendre des postes de recruteur. Tu parles d'études, Marion, et justement il y en a pas mal qui sortent actuellement. 6% de croissance en France en 2021, 4% en 2022, 3-4% en 2023, suivant certaines études. Donc on va se retrouver très rapidement dans une pénurie qu'on connaît déjà en fait sur l'ensemble des métiers. Est-ce que déjà, ma première question, les recruteurs sont touchés ? Est-ce que un recruteur aujourd'hui c'est un métier pénurique en France ? Ouais. Si c'est pénurique, comment les entreprises se débrouillent en fait pour aller les chercher ? C'est rigolo parce que en fait les recruteurs sont face à une pénurie de leur propre métier. Enfin, c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre comme concept, mais les recruteurs qui fonctionnent sur des marchés potentiellement pénuriques savent bien ce que c'est. On en parlait beaucoup des développeurs pendant certaines années. On connaît toutes ces fonctions-là, il y en a plein d'autres, mais on connaît ces fonctions pénuriques, et donc on a su agir en tant que recruteur pour aller chercher les candidats là où ils étaient. Et ce qui est très étonnant, c'est que les recruteurs n'ont pas fait le même exercice sur leur pairs pour recruter des recruteurs, et on réalise aujourd'hui, il y a tout un tas de business de cabinets de recrutement spécialisés, ce qu'on appelle en rec-to-rec, de recrutement de recruteurs, parce que ça devient effectivement un métier pénurique. Donc, tous les métiers deviennent pénuriques. Parce que là, on est dans une période où un technicien de maintenance c'est pénurique, un recruteur c'est pénurique, tous les métiers spécialisés sont pénuriques, même les commercial aujourd'hui quand même est pénurique. Donc il y a beaucoup avec le Covid et le changement aussi de mindset de chaque personne qui ne veut plus faire le métier qu'il faisait hier, quoi, tu vois. Donc il y a aussi ça. Puis peut-être c'est une opportunité. J'espère en tout cas, mais moi j'ai plutôt la sensation de voir les choses évoluer, même si du coup j'ai arrêté le recrutement en 2017. Je recrute maintenant en interne pour l'école, mais plus tu vas nous en parler d'ailleurs. Voilà, donc les volumes sont très différents de ce que je pouvais faire en cabinet évidemment. Néanmoins, j'ai la sensation que de plus en plus de recruteurs ont compris le message de la transférabilité des compétences. On est beaucoup moins dans le clonage. Tout ça, c'est des prises de conscience qui ont été, je pense, pas mal intégrées, pas assez. Il faut qu'on continue évidemment à prêcher la bonne parole là-dessus, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de progrès qui ont été faits sur ces sujets, et donc on arrive de plus en plus à voir ces reconversions, et effectivement je pense que les 2 dernières années qu'on vient de vivre vont accélérer cette partie-là, d'avoir beaucoup de personnes qui veulent retrouver un sens à ce qu'elles font. Et tu dirais que le job, finalement, si on parle de n'importe quel job, les jobs passent en seconde position maintenant, et que ou la alors partie perso les candidats est plus en amont. Même si ça existait déjà avant le Covid. Les candidats ont envie de trouver un job qui fait sens et qui résonne pour eux. Voilà. Donc je pense qu'on n'invente rien, ça a toujours été le cas. Peut-être qu'il y a eu des périodes de l'histoire où on avait plus le luxe de se le permettre ou pas. Mais finalement, on parle beaucoup de génération X, Y, Z, etc. En fait, même nos parents n'avaient pas envie de s'embêter dans une entreprise, sauf qu'ils avaient peut-être moins le choix. Et voilà. Et aujourd'hui, on a plus l'habitude de le dire. Est-ce que c'était pas une question de priorité ? Je pense que c'était une question de libération de la parole aussi. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait moins se permettre de le dire. Aujourd'hui, on dit beaucoup plus facilement ce qu'on pense, et tant mieux. Moi qui aime beaucoup dire ce que je pense, je trouve ça super chouette. Maintenant,
Et peut-être que les entreprises en face sont pas exactement habituées à entendre des candidats qui ont des envies et qui les expriment. Tu as même des candidats apparemment qui mettraient sur leur CV télétravail 100%, full remote, et qui enverraient leur CV de cette manière. Ouais, mais je pense que on l'a vu en 1 an et demi, il y a beaucoup d'entreprises qui ont réussi à fonctionner comme ça, et il y a il y a beaucoup d'avenants qui ont été signés, il y a beaucoup d'entreprises finalement qui ont basculé. Qui ont basculé, ou d'autres qui ont aussi rétro-pédalé, sans trop comprendre pourquoi, parce que finalement ça marchait assez bien, et puis finalement dès qu'on a l'occasion de revenir aux vieilles pratiques, on y revient. Donc ces entreprises-là, je pense, perdront sur le long terme en fait dans leur attractivité, forcément. Oui, ça fait partie des choses qui deviennent importantes pour les candidats, mais en fait nous-mêmes étant travailleurs, on voit bien que c'est assez confortable de pouvoir ajuster son organisation de temps de travail. Mais je suis assez d'accord avec toi, peut-être que c'est une libéralisation de la parole, et que nos parents avaient ces mêmes besoins, ces mêmes envies, sauf que soit ils étaient muselés par la période qui ne le permettait pas, mais aussi et surtout par les mœurs qui ne te permettaient pas de puis il y a une instantanéité que tu as maintenant, que tu n'avais pas du tout avant, donc du coup, tu as envie venir perdre 1 heure pour simplement prendre un café avec ton collègue, tu peux considérer à un moment donné que c'est une perte de temps. Et sauf quand c'est du plaisir et que c'est spontané, quoi. Mais je pense que la liberté dans les modes de fonctionnement, elle est assez importante. Nous, à l'école de recrutement, alors on a la chance d'être une petite équipe, on n'est que 15 aujourd'hui, donc faudra voir si on grossit, si on arrive à maintenir ça. Je pense que c'est culturel, donc oui, mais on a cette énorme chance, nous, d'avoir toujours eu cette très grande liberté dans nos modes de fonctionnement, et c'est ancré culturellement chez nous. C'est-à-dire que nous, le télétravail, c'est quelque chose qui existait bien avant le Covid et compagnie. On a pris nos premiers locaux, on était un peu en coloc avec vous, mais on a pris nos premiers locaux en 2018, nos vrais premiers locaux à nous. Donc la boîte avait 8 ans, donc finalement c'était assez tard. On a beaucoup fonctionné en remote, donc le Covid, nous a juste ramené dans nos salons. Vous étiez déjà habitués finalement à travailler avec déjà installés, des outils collaboratifs entre vous, etc. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu de bascule significative, quoi, puisque c'était déjà sur l'organisation chez vous, du travail chez nous. Le Covid n'a pas eu d'impact. Ça a eu de l'impact plus socialement pour les salariés les plus extravertis qui ont besoin de contact. Mais globalement, non, ça n'a pas changé. Alors aujourd'hui, Marion, comment on se rend attractif quand on est une entreprise ? Est-ce que selon toi, est-ce que vous apprenez ça d'ailleurs aux recruteurs, comment rédiger une annonce, etc. Ouais. Est-ce que vous rentrez en fait dans tout ce schéma d'attractivité ? Oui, on a à la fois pour les recruteurs et à la fois pour les étudiants, on a toute une partie sur l'attractivité, sur la marque employeur, qui est en fait extrêmement liée à la culture de l'entreprise. Et du coup, oui, on forme et on apprend aux recruteurs en poste ou en devenir à comprendre la culture de l'entreprise dans laquelle ils travaillent et à la redescendre, à la structurer, à mettre des mots dessus et à la rendre réellement visible. Parce que on avait fait le travail de regarder les grands mots qui sont mis sur tous les sites corporate des grands groupes, c'est tous les mêmes, c'est toujours les mêmes valeurs, etc. Voilà. Mais il n'y a aucune entreprise qui peut se vanter d'être malveillante. Évidemment, on est tous bienveillants. C'est un peu les trois dynamique et motivée. Voilà. Je suis... c'est quoi tes points négatifs ? En fait, je suis perfectionniste. Donc ouais, c'est la même chose. Donc oui, nous, ce qu'on encourage les recruteurs à faire, c'est de se dégager un peu de ces valeurs très marketing. Et peut-être que l'entreprise est réellement bienveillante, c'est cool, mais c'est pas tout à fait une valeur, puisqu'on explique le principe de la valeur. Il faut qu'il y ait une contre-valeur pour que ce soit réellement une valeur. Il faut qu'il y ait un contraire. Donc évidemment... Donne-nous un exemple. La bienveillance, personne ne va se vanter d'être malveillant. Donc c'est une valeur. Évidemment, c'est pas une valeur différenciante. En tout cas, différenciante, oui, c'est une valeur, mais différenciante. Or, chez nous, on a, pour te donner un contre-exemple... La transparence, par exemple. Chez nous, on a la transparence, où on a une culture qui est très forte, qu'on a rédigée,
qui est disponible sur notre site, accessible à toutes les personnes qui veulent postuler chez nous, qu'on donne très tôt d'ailleurs dans le process de recrutement pour que les gens sachent bien où ils mettent les pieds et qu'il n'y ait pas de déception, ou voilà, parce que c'est très fort. Une espèce de tamis très serré. On l'appelle en plus avec toute la radicalité qui nous caractérise, on l'a appelé les 10 commandements. Donc on a nos 10 commandements qui sont accessibles, et il y en a un qui dit « dis les choses ». Chez nous, on a cette culture de la parole, on se dit tout. Alors évidemment avec l'objectif d'être constructif. La bienveillance. Alors c'est avec ou sans bienveillance dans le dire sens... les choses avec ou sans tact. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut dire les choses de façon maladroite, par contre l'objectif c'est de se faire... évidemment c'est d'être constructif. Il y a des entreprises dans lesquelles dire les choses n'est pas une bonne chose. Et c'est pas grave, parce que nous, il y a plein de candidats qui ne savent pas dire les choses et qui sont très malheureux dans notre entreprise potentiellement parce que on se dit trop les choses. Bon, toutes ces tu parles de quoi, par exemple, des entreprises ultra-politiques, etc. Oui, mais ça a tout de suite une connotation négative. Or, en fait, il y a pas mal de gens qui, intrinsèquement, n'aiment pas forcément parler en toute transparence, ou n'aiment pas toujours tout dire et préfèrent mesurer les choses ou apporter les choses avec plus de rondeur, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et il n'y a pas d'échelle de valeur, tu vois, c'est pas mieux ou moins bien de dire ou de pas dire les choses, c'est juste que nous, on est comme ça. On peut se disputer chez nous, parfois ça nous arrive de nous insulter, c'est pas grave en fait. Et chez nous, c'est pas grave. Il y a des entreprises dans lesquelles ça peut être très grave. Dans vos programmes, par exemple, quand vous allez former des recruteurs demain, que ce soit en digital ou autre, est-ce que dans vos vidéos... On leur apprend à définir leur culture, donc on leur dit pas comment faut faire, on leur dit pas quoi faire, où arriver, on leur donne la méthodologie pour arriver à leur propre résultat. Le discours que tu viens de nous tenir, c'est un discours en fait qui peut être tenu par un professeur vous en interne pour justement apprendre en fait à savoir reconnaître une valeur. Exactement. Et on a une méthode bien plus cadrée que celle que je viens de faire, mais on a effectivement une méthode d'apprentissage pour retirer les réels traits de personnalité de l'entreprise, en fait, pour dire voilà, cette entreprise elle est comme ça, et c'est pas bien ou pas bien, et parfois il y a des côtés qui sont pas très attractifs, mais il faut jouer avec. Il y a plein d'ESN où on dit que l'humain est au centre et on sait comment fonctionnent les ESN, ça sert à rien de continuer à le dire si c'est pas le cas. Mais du coup, comment on peut le tourner différemment et comment aussi être réaliste sur nos avantages et nos petits défauts et fonctionner avec. Il y a bien des salariés qui sont heureux dans cette entreprise, il faut comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, on fait tout un travail sur on encourage aussi à aller faire des enquêtes auprès des salariés pour dire ok, qu'est-ce qui te fait rester ici et qu'est-ce qui te ferait partir, pour comprendre aussi quels sont les éléments culturels de l'entreprise qui attachent les salariés. Est-ce que tout ça, après, on le dit dans les annonces emploi ? Parce que j'ai une question parce que là. Nous, on aimerait bien ça. Ouais, il y a une question là qu'on a rédigée, c'est est-ce qu'on rédige une annonce emploi comme en 2018 ? C'est une question peut-être con, mais si c'est pas le cas, qu'est-ce qui a changé depuis 2018 ? Enfin, c'était le pied né, 2018, 2015, peu importe. Qu'est-ce qui a changé depuis dans l'écriture des annonces emploi ? Ou alors, qu'est-ce qui devrait changer ? Qu'est-ce qui doit changer ? Parce que malheureusement, ça ne change pas assez vite. On a encore beaucoup d'annonces d'emploi qui sont, vraiment très chiantes à lire. C'est ce qu'on se dit, nous, avec Thibaut, c'est qu'en fait, on a des annonces emploi qui restent les mêmes, avec la même forme depuis... Et on te demande derrière des marques employeurs hyper créative et attractive, alors que derrière, quand tu cliques, il y a un clic, ce qu'on appelle nous déceptif, où tu tombes sur une annonce emploi qui est hyper job description. Quoi. Oui, il doit y avoir une chaîne de valeur, enfin le travail doit être fait sur toute la chaîne de valeur. Effectivement, s'il y a un décalage entre la promesse et la réalité, ça va vite se voir. On travaille aussi beaucoup là-dessus, on accompagne les entreprises, alors oui, on forme, mais former des recruteurs, alors justement, à leur expliquer, comprends ta culture, rédige mieux tes annonces, structure mieux tes entretiens. Donc on travaille sur tous ces sujets en leur apportant de la méthodologie. Évidemment, on sait bien qu'il y a des choses qui sont déjà très bien faites, mais on y apporte de la structure. Du coup, on est aussi très souvent sollicité par des entreprises qui ont un certain volume de les accompagner sur l'ensemble du process. Parce qu'effectivement, si tu as une promesse marque employeur et qu'en fait tout ton process de recrutement derrière opérationnel ne tient pas... Concrètement, il y a des entreprises qui viennent vous voir même pour timer les choses, pour KPIser. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de KPIs dans le RH. La culture de la mesure n'est pas encore très très bien arrivée jusqu'aux recruteurs, en effet. Il y a des entreprises qui viennent vous voir aujourd'hui pour ça ? Oui, alors pas exactement pour ça, en tout cas pour harmoniser et avoir une cohérence dans leur process. Donc il y a quand même une vraie prise de conscience sur
je suis en décalage entre ce que je voudrais faire et ce que je promets et la réalité. Donc comment je peux quelle forme régler des ateliers par exemple dans l'entreprise? D'abord c'est un audit, ensuite c'est des missions de conseil et ensuite c'est de la formation. Nous on croit en l'éducation, c'est notre métier, c'est l'école. Donc tout passe selon nous par l'éducation, donc l'éducation dans le sens noble. Donc on va leur apprendre à faire. On va pas faire à leur place, on croit moyennement à cette solution-là. On leur apprend à faire, on fait avec eux, donc effectivement par des ateliers, par des formations, et on les accompagne et on peut les accompagner dans la durée là-dessus avec des guides d'entretien structurés, avec des process, des guides de process. Donc tout ça, on les accompagne pour le mettre en place. Et on a réalisé du coup là depuis 12-18 mois, qu'en fait la chaîne ne s'arrête pas aux recruteurs, mais va jusqu'au manager opérationnel. Typiquement quand on recrute à la direction marketing ou à la direction financière, c'est finalement le N+1 qui va bosser avec ce contrôleur de gestion, qui va recruter ce contrôleur de gestion. Donc le recruteur, pour avoir fait tout son travail d'attractivité et tout son travail d'évaluation, au moment où il passe la balle et où il passe le relais au manager, il faut que le manager soit aussi dans cette continuité-là. Et en fait, on avait une rupture, donc là, ça fait 18 mois qu'on bosse sur le sujet et on vient de lancer une nouvelle... Avant de lui passer la balle, il faut qu'il y ait une communication en amont. Du coup, là, on vient de lancer le mec recherche. On vient de lancer un parcours. Puis après, il faut savoir le closer. C'est-à-dire qu'en fait, le manager qui viendrait prendre le CV mais qui garde pas contact ou qui ne saurait pas closer en fait cette personne, le RH a bien fait le job, mais après derrière. Parce qu'en fait, les managers opérationnels, c'est pas leur métier de recruter. Bah oui. Donc, et pourtant, c'est eux qui prennent souvent la décision. Mais ils sont pas formés à ça et ils sont pourtant très ouverts à être accompagnés là-dessus parce que justement, ils réalisent bien qu'ils sont pas très forts là-dessus. Et donc on vient de sortir un parcours de formation dédié aux managers opérationnels, en plus des recruteurs, évidemment allégé, on leur fait pas 30 heures, on leur demande pas d'être des experts en requêtes booléennes, parce que évidemment ce sera pas leur job. Par contre, on leur structure 2 grandes parties sur cette formation, c'est la séduction, donc l'attractivité, comment j'attire les candidats autant que le recruteur, et comment j'évalue, parce qu'effectivement ensuite on a toute la partie passage de relais en entretien où il faut que le manager soit formé à l'évaluation et à l'entretien, comprendre effectivement ce qu'il cherche, comment verbaliser ses critères de recherche, parce que HEC n'est pas un critère, donc savoir comment se sortir de ça, et tout ça on les forme, ensuite poser les bonnes questions non discriminantes, voilà, et on a tout le process, on l'a fait avec pas mal d'entreprises en pilote l'année dernière, ça a très très bien fonctionné, on a des super retours, et donc là on le sort là maintenant pour accompagner les managers, avec toujours la possibilité de le faire à distance pour pouvoir le déployer en volume, parce que quand on est face à des entreprises qui peuvent avoir plusieurs centaines voire milliers de managers opérationnels à former, il faut quelque chose de très court, plutôt d'asynchrone, puisqu'on ne peut pas tous les réunir dans une salle pour le faire. Là, tu nous as parlé donc de la formation de l'école du recrutement. Oui. Chez toi, comment ça se passe dans l'école du recrutement pour recruter? Tu sais, on dit toujours les cordonniers sont les moins bien chaussés, etc. Comment ça se passe? On n'a pas été très bien chaussés pendant un bout de temps. On s'améliore. En fait, on a évidemment appliqué tout ce qu'on enseigne. Et ça marche pas. Si, ça marche. Mais en fait, on apprend beaucoup parce qu'effectivement, là, typiquement, on est sur un recrutement et on parle beaucoup aux managers opérationnels. Et là, du coup, on a des managers opérationnels et on réalise que dans notre pédagogie, il y a des angles qu'on prenait un peu court, et en fait ça vaudrait le coup peut-être de dimensionner un peu plus donc cette partie-là. C'est bien d'être jugé partie parfois. Donc en fait ça nous aide nous-mêmes de le mettre en application, et comment ça se passe chez nous? Oui, on essaye de structurer au maximum l'évaluation. On n'est pas les plus doués pour le sourcing, on le sait, donc très souvent c'est une partie qu'on externalise auprès de recruteurs indépendants ou de cabinets, et ensuite sur toute la partie évaluation, on a mis nous en place l'entretien structuré, donc on a nos scorecards, on a nos grilles d'évaluation, on a nos guides d'entretien avec nos comptes rendus, etc. Et donc on a notre process qui est très clair au démarrage, et nos grilles d'évaluation sur chaque fonction qui se construit à chaque au démarrage. Ok, et après tu as l'onboarding, j'imagine. Après on a un onboarding spécifique ou pas? Ouais, alors pour le coup ça, l'onboarding, on était plus préparé à l'onboarding qu'au recrutement, bizarrement. On a toujours été un peu plus fort, on l'a vite travaillé parce qu'on a eu quelques onboarding ratés, donc on a vite rectifié le tir. Moi, avant d'être la directrice générale, j'étais la directrice commerciale de l'école du recrutement, j'y suis depuis 5 ans, donc j'ai beaucoup recruté de profils commerciaux, qui est une population un peu spécifique
spécifique à recruter, parce que assez volatile, pas très fidèle, et il y a beaucoup de monde sur le marché, donc déjà la sélection est complexe, l'évaluation est pas évidente parce qu'on a souvent des gens très convaincants en face de nous, et ensuite l'intégration, effectivement, il faut savoir aussi les fidéliser. Donc nous, notre onboarding il dure 3 semaines, et jusqu'à maintenant... quand même, hein. C'est long. Ouais. Même pour les commerciaux, ça veut dire qu'on accepte que le premier mois il y ait 0 de chiffre d'affaires, et c'est ok avec ça. Donc c'est pour les commerciaux que c'est plus dur, parce qu'en fait ils sont un peu sur les dents, quand est-ce qu'on démarre, très vite y aller, mais tant mieux parce que du coup quand ils démarrent ils sont à bloc. Vous leur dites non là c'est le moment où tu dois tout dire. Ouais, tout intégrer, surtout avant de tout dire, tout apprendre et tout lire, parce qu'on a beaucoup de et pour le moment ça marche encore parce qu'on est que 15, je sais pas, il faudra probablement, si on grossit, le changer, mais pour le moment on fait une espèce de vie ma vie avec chacun des salariés ou chacun des grands métiers de l'entreprise, donc chaque nouvel arrivant doit évidemment suivre le parcours de formation et être certifié, c'est la moindre des choses, mais en plus de ça, avoir passé au moins quasi une demi-journée avec chaque personne de l'équipe. D'accord. C'est quoi l'ancienneté moyenne des collaborateurs chez l'EDR ? Alors comme on n'est pas très RH pour le coup, je suis pas très forte sur ces sujets-là. Parce que c'est vrai que nous on se connaît très bien, on a une personne qu'on connaît très bien chez vous, et après c'est vrai que vous avez très bien grandi, etc. C'est des personnes qu'on connaît pas forcément, donc c'est vrai que c'était une question qu'on se posait à savoir. Ouais, j'ai pas ce chiffre exact parce qu'en fait on a des salariés très anciens. Je dis ça, je serais pas y répondre non plus. Pour nous. Mais Si, moi oui, mais... Ah ouais, vas-y, combien ? Chez nous c'est entre 2 et 3 ans. D'ancienneté, ouais. D'accord. Ouais, je pense qu'on est à peu près sur cette... On a mis une médaille à 3 ans. Oui, mais on en a donné on s'est dit c'est le bout du bout. On en a donné qu'une. Félicitations. Oui. Non, mais depuis qu'on a mis en place les médailles. Oui, c'est vrai. Non, mais on a Nicolas qui est là depuis 7 ans, moi 5. Après, on a des salariés boomerang, nous aussi, donc je sais pas comment ça rentre dans les comptes. Boomerang. Ils partent et ils reviennent, ils partent faire quelque chose. On a Lucille, on a Mohamed qui a fait ça aussi. Donc, il l'a fait plusieurs fois. Mohamed, il l'a fait. Non, il est revenu qu'une fois. Enfin, sauf si tu m'annonces qu'il veut partir, mais je n'étais pas au courant. On a pas mal parlé en fait de ce qu'était le contour en fait du recruteur, et finalement dans tout ça, quand on essaye de trop professionnaliser les choses, est-ce qu'il n'y a pas un manque de feeling? Parce qu'on a longtemps dit, je pense que si on posait la question à des gens plus âgés que nous, on dirait qu'un recruteur c'est d'abord en fait pas moins de l'expertise mais plutôt du feeling, et que c'était avant ils étaient vus comme ça, ces gens-là ils devaient trouver en fait, avoir le bon feeling avec la personne, ressentir les bonnes choses, etc. Et ça c'est hyper c'est pas du tout professionnalisé, et donc pour le coup comment tu vois les choses là-dessus? Parce que le feeling, ça se professionnalise pas beaucoup, parce qu'en fait, c'est le mot poli pour dire pile ou face, qu'on se le dise, en fait, il n'y a pas de... C'est un peu la question. Voilà. Non, je pense que les personnes qui sont convaincues que le feeling c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas d'école. Très important dans le recrutement, c'est des personnes qui probablement n'aiment pas assez le recrutement pour comprendre que derrière, en mettant de la méthodologie, on est bien plus fiable. Et là encore, ça touche un point qui est la culture de la mesure, et je pense que les directions RH et les directions recrutement sont de plus en plus challengées sur ces sujets, mais c'est assez récent. Il n'y a pas de culture de la mesure dans le recrutement. Or, c'est une fonction qu'on peut rendre scientifique comme beaucoup d'autres, et on le réalise, nous, on le voit. Le problème, c'est que comme on ne mesure pas au départ, c'est compliqué d'avoir l'avant-après, mais si on mesure au départ et à l'arrivée, évidemment, on sait que rendre les choses scientifiques les fiabilise. On a beaucoup d'études qui existent sur les biais cognitifs d'abord, et donc du coup le feeling c'est aussi ça, c'est renforcer ces biais. Donc oui, tu peux avoir, a priori, tu as un bon feeling avec des gens qui te ressemblent, donc ça reporte sur d'autres sujets du Est-ce que ton entreprise a besoin de gens qui te ressemblent? Pas forcément, c'est voilà, pour ça que parfois on dit qu'il ne faut pas se lier à son... C'est pour ça que le recrutement en visio, selon certaines études, était bien meilleur parce que bien moins inégal que l'entretien en physique. En fait, l'entretien en visio a obligé les entreprises à structurer leur entretien. Parce que tu peux plus faire un entretien au feeling en visio, t'as plus ce truc qui passe, tu l'as un peu mais beaucoup moins, et donc tu es obligé d'évaluer sur des critères objectifs. Et là, tout à coup, dès que tu mets de l'objectivité dans ton évaluation, ça devient plus dur. Ça devient plus complexe, et donc effectivement, il faut une méthode
qu'on enseigne, qui est une méthode qu'on n'a absolument pas inventée, qui est la méthode de l'entretien structuré. Elle existe depuis très longtemps, mais effectivement, il faut faire l'effort de la mettre en place. Et en fait, alors moi-même étant une commerciale recruteuse en cabinet, autant vous dire que je suis arrivée avec mon énorme feeling quand je recrutais. Moi, j'ai recruté au feeling très longtemps et je trouvais ça génial. Mais en fait, j'ai découvert en appliquant l'entretien structuré que je me plantais depuis des années et que c'est beaucoup plus confortable de recruter, mais même pour le recruteur, évidemment pour la personne qui d'avoir évalue une aussi, méthode, d'avoir un mais en fait suivi, d'avoir une méthode et un une process, méthode équitable, c'est-à-dire que... Est-ce que ton feeling arrive à un moment donné, à la fin? T'as deux candidats. Après, il y a toujours des personnes avec qui tu as plus envie de passer du temps, mais de façon objective. Est-ce que cette tu dis, c'est qu'il ne personne-là... faut pas remplacer l'objectivité par le feeling seul, mais que le feeling n'est pas mort, quoi. Mais le feeling n'est pas... Tu auras toujours des interactions humaines, non, mais de toute façon. Faut s'y fier quand même. Mais tu peux tout à fait évaluer de façon objective, des soft skills aussi, il n'y a aucun problème. Toute la méthode repose sur qu'est-ce que tu recherches. Donc, à travers le feeling, je suis volontairement provocatrice, mais en disant que le feeling... Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers le feeling, tu cherches à évaluer quoi ? Est-ce que tu cherches à évaluer une personne qui va être, je sais pas, par exemple sur des commerciaux, qui va être avenante, qui va faire des icebreakers assez facilement, qui aura cette... Mais du coup, ça s'évalue. Tu peux évaluer la capacité de la personne à être avenante parce que c'est lié à son métier. Est-ce qu'un contrôleur de gestion, on a besoin de ça ? Peut-être pas. Est-ce que tu as besoin d'avoir un bon feeling avec un contrôleur de gestion ? Enfin, j'ai rien contre les contrôleurs de gestion, mais... mais ça veut dire quoi, avoir un bon feeling ? C'est-à-dire pour toi, pour moi, c'est pas la même chose. Du coup, c'est de la subjectivité. C'est hyper glissant. Après, tu as besoin du feeling aussi pour te dire... C'est un élément qui va correspondre à la totalité de mon équipe, ou en tout cas à la majorité de mon équipe, pour qu'il y ait une bonne cohésion d'équipe. Donc ça, c'est important aussi. Mais ça, si tu as bien défini tes critères au démarrage, tu sais sur quel sujet ça doit coller avec ton équipe. C'est-à-dire, ça doit correspondre à mon équipe, parce que mon équipe, elle a plutôt ce mode de fonctionnement. Typiquement, nous, sur les équipes commerciales, on n'a pas d'objectif individuel, on n'est pas objectivé individuellement, et on n'a de toute façon pas objectivé financièrement. C'est-à-dire que nous, les commerciaux, n'ont pas de variable chez nous. C'est un marqueur très fort. D'abord, autant vous dire que ça écarte pas mal de monde. Ça écarte tous les commerciaux, quoi. Alors, on a réussi à en trouver quand même 4-5. Donc, on a fait le tour du marché. Voilà. C'est bien parce que tu n'en avais pas besoin de 200. Voilà, j'en avais pas besoin de 200. Peut-être que tu vas y revenir sur ce paramètre. Non, mais en fait, alors pour la petite histoire, ça a été un vote collégial de l'entreprise de supprimer le variable des commerciaux. Et les commerciaux eux-mêmes étaient OK avec le on sujet. Ressent l'ADN collectif. Donc voilà. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui va s'intégrer dans notre équipe commerciale, c'est quelqu'un qui va être en phase avec toute la culture commerciale de l'entreprise. Et ça, on sait l'expliquer parce qu'on a fait ce travail de définir les critères. Et du coup, on sait quels critères on va chercher, on sait comment l'évaluer. Et du coup... Tu nous racontes une histoire mathématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une méthode, il y a une culture chez l'EDR. Juste ce qui peut être gênant en fait dans l'histoire, c'est que tout ça est lié finalement au digital, à votre première activité. Et ce qu'on comprend un peu moins dans la lecture, c'est peut-être pourquoi ce besoin de physique en fait depuis 2018, alors que l'ensemble de cette relation, vous la gérez très bien et de manière très mathématique sur la partie digitale. Pourquoi on a décidé de ne pas mettre l'école 100% à distance ? Ouais, pourquoi ? En 2018, les gens avaient besoin de se voir. Ouais, je pense qu'on n'a pas imaginé le faire autrement en 2018. Peut-être pour vous, c'est le Graal aussi d'avoir une matérialisation de l'école ? Je pense que c'est quand même plus... Alors, il y a différents points. Il y a une approche pédagogique qui est peut-être différente auprès d'un professionnel qu'auprès d'un étudiant. On a déjà beaucoup de mal à intégrer du volume d'étudiants. Si en plus on leur dit que c'est depuis leur studio, ça peut être un peu compliqué. Blague à part, on a évidemment fait la promo de l'an dernier, malheureusement 100% à distance parce qu'on n'a pas eu le choix avec les confinements. Ça a été compliqué, on voit que l'expérience pédagogique n'est pas exactement la même. On a réussi, mais c'est pas exactement la même. Pour le prof, il manque des choses, comme pour les étudiants, il manque notamment toute la cohésion de la promo. Les travaux de groupe sont plus complexes à organiser, il y a moins de fluidité. Et comme notre programme de cours a été construit autour de différents groupes, on l'a organisé sur 4 maisons comme dans Harry Potter, donc tous les étudiants sont répartis dans des maisons, il y a des travaux de groupe, etc. Je pense que c'est plus, on a des calls chaque semaine de cours comme en prépa, donc un travail vraiment au tableau.
c'est plus compliqué à transposer à distance. On a réussi à le faire, mais le programme a été pensé en effet physiquement parce que je pense que construire un parcours 100% à distance, là pour le coup ça aurait été un peu irréel et un peu ambitieux. Notre parcours de formation à distance, on l'a construit parce qu'on l'avait rodé en présentiel avant chez des clients et on a su le transformer ensuite en distanciel. Le parcours pour les managers opérationnels, c'est pareil. Ça fait 1 an et demi qu'on le rôde en présentiel chez des clients et là, on peut le passer à distance. Donc voilà, peut-être qu'un jour, on aura une promo d'étudiants 100% à distance. Non, mais on peut se dire on qu'on aime bien les avoir aller... avec nous. T'en parles de manière mathématique, donc on pourrait aller... jusqu'à une finalité qui est se servir de la data et puis livrer finalement un guide même sans théorie où on te demanderait simplement en tant que recruteur d'appliquer en fait ce dont vous vous êtes aperçu et qui a l'air de fonctionner. Ouais, alors après nous on n'a pas notre vision pédagogique, c'est pas de dire il faut faire comme ça, c'est de prouver, mais ça c'est des convictions nous qu'on a, c'est des convictions sur la pédagogie qu'on a, qui est d'expliquer. On pense que les gens sont tout à fait en capacité de comprendre quand on leur explique les choses, et on reprend depuis les vraies bases. On part du principe que rien n'est complètement acquis, donc on repart depuis le tout début et on va tout expliquer, et on va tout expliquer avec effectivement des preuves et des preuves scientifiques, de dire ben voilà, l'évaluation, typiquement l'évaluation par l'entretien structuré a une prédictibilité qui est de X% versus un entretien au feeling. Une mise en situation, ça prédit une réussite en poste de X%, et donc ça, on le sait, c'est des choses qui ont été prouvées. Donc maintenant, on se dit, ok, bah, on va prendre les méthodes d'évaluation scientifiquement les plus fiables, et puis ensuite, si on veut toujours remettre un peu de feeling en allant boire un verre avec le candidat à la fin du process, c'est possible. Mais en tout cas, ça ne doit pas faire jeu d'évaluation. L'évaluation, elle doit être scientifique. Ouais. Est-ce que du coup, si on t'écoute, rien n'est antinomique entre la digitalisation et l'humain ? Non. Non, mais je dis ça parce que au balbutiement du digital, en tout cas de cette ingénierie digitale en RH, on a cru s'écarter de l'humain intrinsèquement en fait. Beaucoup de professionnels sont dit un peu réfractaires à la technologie. Mais après, c'est un gros mot parce que c'est un ensemble. On dit non, nous on gère de l'humain quand même. Hein, donc Ouais, mais comme on a quand même beaucoup de recruteurs qui gèrent des volumes un peu déments, ils sont contents en fait de s'appuyer sur quelque chose de ils gèrent de l'humain comme des robots, donc autant le faire à des robots. Et quand plus que jamais avec l'augmentation. Quand on a des robots qui peuvent répondre à tous les candidats qui postulent, bah vaut mieux un robot qu'un humain qui répond pas. Vaut mieux un robot qui répond qu'un humain qui répond pas. Donc en fait, il y a quand même plein de pans du métier qu'on peut tout à fait automatiser pour libérer justement du vrai temps humain et utiliser le cerveau sur les bonnes choses. Personne n'aime envoyer une réponse négative à un candidat, du coup on le fait pas. Bah oui, mais du coup, voilà. Bien sûr. Et dans quel timing ? Et comment ? Exactement. Ouais. Merci beaucoup Marion, c'était très instructif. Merci à vous. Merci, je crois qu'on a bien compris ce qu'était l'EDR. Maintenant. Il était temps. C'est une blague évidemment. Hein. C'est une blague, mais c'est vrai qu'on a bien fait le tour en fait de ce que vous proposez, et merci d'être venu nous voir. Merci. À très vite. Félicitations aussi pour ce parcours. Merci. Et à très vite. À très vite, merci. À bientôt. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job ? Patati et patata.